Salut à tous les amis, c'est Grony et bienvenue à tous et à toutes dans ma nouvelle série dans laquelle je vais mettre en avant mes goûts les amis, tantôt pour les animes, tantôt pour les mangas, mais également pour des séries ou des films. Voilà, alors je vais tout simplement vous présenter comment ça va se passer. J'aborde, on va dire, les univers de certains mangas, animes, séries que j'aime énormément et puis je vous les décortique, mais d'abord il y a une présentation de l'univers, de l'auteur, des personnages, un peu de l'histoire. Bien entendu, il n'y a pas de spoil. J'espère que vous allez passer un agréable moment en ma compagnie. Dites-moi les gars ce que vous en pensez de ce premier épisode qui, bien entendu, vous l'aurez compris, sera entièrement rivé sur l'excellent Dr Stone. Énorme coup de cœur pour ma part pour cette année, puisque je pourrais éventuellement améliorer. N'hésitez pas à venir me follow sur Instagram, échanger avec moi, laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu si vous appréciez. Justement, le renouvellement, je vous souhaite un excellent visionnage. C'est parti les gars, let's go. Dr Stone, c'est quel type de manga? C'est un manga shonen dont l'auteur est Richihiro Inagaki et dessiné par Boichi, paru pour la première fois dans le fameux Weekly Shonen Jump, magazine que vous connaissez, de Shueisha en mars 2017. Plus tard animé justement, et moi personnellement j'ai pu regarder la version animée. Et l'histoire, Grony, parle-nous un peu de l'histoire. Alors l'histoire, elle tourne autour d'un jeune lycéen nommé Senku, féru de sciences en tout genre, une véritable encyclopédie vivante et ambulante le gars. Son ami Taiju, lui, est amoureux depuis 5 ans d'une fille de son âge nommée Yuzuriha. Au moment où il s'apprête à enfin lui faire cette déclaration, t'imagines, hein, et le mec il a cogité ça, etc. Le monde rentre dans une catastrophe sans précédent. La pétrification de l'humanité tout entière. En gros, ils se retrouvent tous transformés en pierre. Tout s'arrête, le temps passe, la nature reprend ses droits sur notre si belle planète. Pendant tout ce temps, Senko, lui, parvient à rester éveillé et compte en secondes le temps écoulé. Ses capacités cérébrales sont tellement exceptionnelles qu'il parvient à se projeter dans l'avenir. Et il se dit que s'il doit être libéré un jour, autant qu'il le soit justement durant une bonne saison où il serait capable de survivre. Donc il met toutes ses chances de son côté. C'est ce qu'on appelle l'ultime persévérance. 3700 ans plus tard, il finit par se réveiller au printemps et son but est alors tout écrit. Je pense que vous l'aurez directement compris. Hein, il est féru de science et une encyclopédie vivante. Il se retrouve dans un monde post-apocalyptique où tout est redevenu, on va dire, à l'état de la préhistoire. Son but est alors tout écrit, recréer la civilisation d'où il vient depuis la préhistoire, tout simplement. Les personnages maintenant? Alors, il a certes des capacités intellectuelles exceptionnelles, mais il manque de main-d'œuvre, on manque de muscles. On dit tout dans le cerveau, pas forcément beaucoup dans les muscles. C'est vraiment le cas qui est mis justement en avant avec Senku. Il pense alors à son ami Taiju et va essayer de le libérer de sa pétrification. Puis Yuzuriha par la suite. Entre-temps, ils se font attaquer par des animaux sauvages tout d'abord et libèrent un certain Tsukasa, un lycéen qui s'est fait connaître en combat libre et connu comme le lycéen le plus fort de l'ordre des primates. Rapidement, il fait connaître ses intentions vis-à-vis de l'humanité. Tsukasa Shishio n'aime pas du tout les adultes. Il leur en veut, les problèmes de ce monde, les inégalités, les meurtres, l'injustice ne devrait plus revenir sur Terre selon lui. Il est de l'avis que seuls les jeunes qui sont encore foncièrement bons et n'ont pas encore été pervertis, donc pas encore influencés, devraient avoir cette chance de pouvoir être libérés. D'ailleurs, sa philosophie est plutôt défendable quand tu prends le temps d'y réfléchir. Dès lors, il refuse de participer à la libération du reste de l'humanité. Alors que Senku, lui, veut redonner une chance à tout le monde, parce que tout le monde a droit à une seconde chance. Donc on a ici deux profils qui s'opposent et deux philosophies de vie également. D'un côté, on a la vision, on t'a donné ta chance et regarde ce que t'en as fait, tu dois assumer les conséquences de tes actions. Et de l'autre, on a, malgré le mal que vous avez fait, tout le monde peut se racheter de Senku, de la part de Senku. L'opposition des idées les mène à la confrontation, bien entendu. Donc on voit aussi que l'être humain peut rentrer en confrontation directe à cause des différentes idéologies. Et c'est un point qui est bien mis en avant aussi dans l'anime, dans le manga, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Senku se retrouve à devoir fuir son propre campement qu'il avait fait et fait une découverte quelque peu spéciale. Un village entier où des individus se sont développés, comme à l'époque de la préhistoire. Il y rencontre un certain nombre d'individus, un certain Chrome particulièrement, curieux scientifiquement parlant. Il touche à tout, collectionne tout, fait des expériences, etc. Une sorte de Senku, mais des temps anciens. D'ailleurs, leur rencontre est plutôt drôle et très très bien réalisée, bien adaptée, tant dans le manga que dans l'anime. Senku se rend alors compte que, voilà, Chrome en réalité, même si Senku il n'était pas là, on aurait toujours ce côté
dans l'humanité un homme qui essaye de rechercher, de toucher à tout, d'évoluer, de créer, d'inventer, etc. Il se voit aussi dans le personnage de Chrome. J'aime énormément ce parallélisme entre le personnage moderne et le personnage entre guillemets voilà, ancien, la version old school. C'est une question que je me suis d'ailleurs toujours posée. Si nous, au 21e siècle, on parvient à vivre avec des smartphones, des PC, le Wi-Fi, etc., aurions-nous pu vivre, par exemple, je sais pas, juste même au 18e siècle, 19e siècle, 17e siècle? Je pense bien que oui. Voilà, même si ici la différence chronologique est bien entendu est bien plus large. Ensuite, on a Kinro et Ginro, eux, les deux gardes de l'entrée du village, qui au passage est idéalement situé en bordure d'océan et séparé des terres. Donc l'un est orienté sur les règles et la rigidité de l'ordre, l'autre est plus enclin à faire ressortir ses désirs humains. C'est l'aspect guerrier de l'humanité qui est ici mis en avant, à savoir, il faut nous protéger des différentes menaces extérieures et des injustes qui essaieraient de nous voler ce que l'on a durement gagné, en l'occurrence leur village, leur plantation, leur famille, leurs richesses, etc. Leurs relations montrent clairement la différence entre ce que les hommes attendent de chacun de leur vie, même s'ils travaillent dans le même domaine. Tous n'ont pas les mêmes attentes. Ensuite, on a Kohaku, la guerrière toujours au service du village et particulièrement de sa sœur, malade alors, la prêtresse Ruri, la prêtresse du village. On y rencontre une petite fille qui porte un masque fait avec une carcasse de pastèque et qui s'appelle Suika. Suika qui veut littéralement dire justement pastèque en nippon. Elle s'affairera à la récolte des différents ingrédients au fur et à mesure que Senku devra préparer ou réaliser telle machine ou tel procédé, comme quoi même la plus petite main d'œuvre n'est jamais refusée si elle est utile justement. Kaseki, le vieil artisan, lui, incarne clairement la passion, l'expérience et l'envie de toujours se surpasser et mettre à profit les capacités exceptionnelles de l'humanité au service de l'évolution de nouvelles technologies. Plus tard, un jeune homme du nom de Asagiri Gen, de la même époque que Senku, fait surface. D'abord envoyé par Tsukasa pour espionner Senku, il décide de faire son propre choix en voyant ce que Senku a à proposer à l'humanité. La science et tous ses bienfaits, ses évolutions, ses mécanismes, ses procédés anti-maladie, etc. Il se définit lui-même comme un mentaliste alors que c'est un giga-baratineur et l'homme le plus frivole du monde, comme il le dit d'ailleurs lui-même. Il est très égocentrique, il reste néanmoins humain dans ses prises de décision. Il joue le rôle d'espion et vous verrez pour quel camp il sera. Pas de spoil. Pour moi, Asagiri Gen, il représente un peu l'homme qui cherche à se faire une opinion par lui-même en fait, en allant d'un camp à l'autre, se forgeant ses propres idées et surtout en recherchant son intérêt avant tout. Et j'ai envie de dire c'est un peu le propre de l'humanité à ce niveau-là. Ah, je vois, t'as fait d'une pierre deux coups, tu nous as parlé aussi, on va dire, des valeurs qui sont véhiculées dans le manga, des profils qui sont mis en avant. Maintenant, j'aimerais bien savoir ce que toi tu kiffes, Grony, justement dans cet animé. Ce que j'aime énormément dans ce manga, la diversité des personnages, leur comportement humain différent, les différentes attentes des humains sont mis en avant aussi. Le scénario est dynamique et tout s'enchaîne et il n'y a jamais de temps mort. On fait qu'avancer et il se passe toujours quelque chose, t'as jamais le temps de t'ennuyer. Le côté de la vulgarisation scientifique, ou comment expliquer de manière simple aux lecteurs du manga ou les viewers de l'anime comment fonctionne l'électricité par exemple, ou encore les antibiotiques. Les recettes que Senku devra préparer pour aider tantôt le village, tantôt Ruri, la prêtresse du village, la sœur de Kohaku. Les dessins, les gars, ils sont véritablement superbes et dynamiques. Les couleurs de l'anime sont splendides aussi. Le caractère design correspond bien aux traits de caractère mis en avant pour la conception de chaque personnage. Par exemple, Kinro, le garde rigide par exemple, il est dessiné de manière plutôt stricte. Dans ses traits, il est carré, son expression faciale, elle est plutôt stricte. Et moi j'aime beaucoup ça. Alors que Ginro, son acolyte justement, lui, il est beaucoup plus enclin voilà, à faire remonter justement son désir humain, etc. Un peu plus frivole, etc. Asagiri Gen, ça se voit que c'est un fourbe, avec les traits de ses yeux un peu plissés, tel un renard, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et le souci du détail, c'est quelque chose auquel personnellement je fais énormément attention. Le côté humoristique est génial aussi. Il y a toujours une touche d'humour nippon. Les dessins qui les accompagnent, les situations ne manqueront pas de vous faire rire, clairement les gars. Voilà dans l'ensemble pourquoi Dr. Stone est mon coup de cœur les gars de cette année 2019 avec Kimetsu no Yaiba et The Promised Neverland. Et franchement, s'il y a bien un animé ou un manga que j'ai à vous recommander, c'est Dr. Stone. Ouais les amis, j'espère que vous avez apprécié cette présentation de Dr. Stone. J'espère que vous avez passé un bon petit moment.
N'hésitez pas aussi à me dire dans l'espace commentaire quel point je pourrais améliorer ou comment je pourrais éventuellement améliorer justement cette série. Et puis, si vous avez aussi, on va dire, des animés ou des séries à me recommander sur lesquelles je n'aurais pas encore jeté mon dévolu, n'hésitez surtout pas, on va dire, à m'en faire part justement dans l'espace commentaire. Et puis, je pourrais moi aussi prendre le temps justement de le regarder, etc. À venir un épisode qui risque énormément de vous plaire. Je ne vous en dis pas plus. Je vous tiendrai au courant via Insta. Je vous souhaite une excellente soirée. Aujourd'hui, c'était Grenouille. Merci à toutes et à tous. Bye bye.